Je ne me suis pas autorisée pendant tout le voyage à me dire que c'était dans la poche, quoi. Tous les jours, je remettais ça sur le tapis, avec un nouveau marathon, avec des nouvelles difficultés, des trucs à traverser, etc. Donc pour moi, c'était jamais gagné d'avance, jusqu'à cette dernière foulée où je me dis, mais je l'ai fait, je suis la 7e personne au monde, la 2e femme à avoir fait un tour du monde en courant. Enfin, c'est dingue, j'ai fait presque 30 000 km de course à pied. Bonjour, je m'appelle Marie Léoté. J'étais directrice financière à l'international. Mon dernier poste était à Singapour et à 42 ans, je suis partie faire le tour du monde en courant. Ma vie de nomade a commencé quand j'avais 20 ans. En fait, je suis partie de France pour terminer mes études à l'étranger et de découvrir cette vie à l'étranger dans un pays que je ne connaissais pas, dont je ne maîtrisais pas très bien la langue et je ne connaissais pas trop la culture. J'ai trouvé que c'était un tel kiff, en fait, incroyable de sentir qu'on doit tout recommencer depuis le début. Et je me suis dit, mais en fait, quel que soit le métier que je vais faire, ça sera un métier qui va me permettre de partir à l'international et de vivre ces expériences. Et pas juste en tant que touriste, mais d'aller vraiment m'installer dans des pays. Je voulais que la vie me surprenne, que le monde me surprenne. C'est juste une appétence. Par exemple, si vous dites à un sédentaire vraiment ancré, tiens, voilà, dans 5 ans, dans 4 ans, tu ne sais pas où tu vivras, tu vas peut-être être à l'autre bout du monde, quoi, c'est des choses qui vont faire peur. Moi, si on me dit que je vais rester pendant 20 ans dans la même maison, le même appartement, dans la même ville, moi, je serais terrifiée de ça, en fait. Donc, en fait, c'est des peurs qui sont différentes. J'avais 26 ans quand la course à pied est rentrée dans ma vie. J'ai découvert, par hasard, en fait, des amis qui m'ont entraîné dans un footing. Et à mon grand désarroi, j'ai découvert qu'à 26 ans, j'étais même pas capable de courir 1 kilomètre à leur côté. Je suis repartie la tête baissée, vraiment humiliée. Je fumais un paquet de cigarettes par jour à l'époque. J'avais un peu d'embonpoint. Et en fait, cette réalisation de me dire, mais enfin, j'ai 26 ans, je suis en pleine santé. Enfin, je pensais être en pleine santé. Je devrais quand même être capable de faire un footing avec mes amis qui avaient le double de mon âge. Et donc, ça m'a donné une envie de changer radicalement la manière dont je vivais. Très rapidement, je me suis mis à courir sur des distances comme le marathon. J'ai commencé à faire aussi beaucoup de triathlons, des triathlons de longue distance qui s'appellent les Ironman notamment. Pour moi, courir, c'était quelque chose que je faisais au quotidien, parce que c'était un vecteur aussi d'intégration. Quand je m'installe dans un nouveau pays, en fait, de courir, il y a un sens de la communauté avec les coureurs. On se rejoint sur les courses, on se rejoint quand on court dans les entraînements, etc. Ça permet de rencontrer des gens. Moi, ça me permet aussi de voir les villes différemment. Et donc, ça m'a permis de changer ma vie, de l'ordonner en donnant au sport, et notamment la course à pied, une place centrale. L'idée du tour du monde, elle arrive dans ma vie presque sans que j'en sois consciente. J'étais dans un building au 30e étage d'une tour à Singapour, dans mon bureau, et j'étais dans une conférence téléphonique qui s'attardait, qui durait des heures, et en fait, ça arrivait souvent, ce genre de choses. J'ai toujours un petit calepin à côté de moi quand je suis au téléphone, et puis je griffonne des trucs. Et quand je raccroche le téléphone, je regarde un peu ce que j'ai fait. Et là, il y avait un autre dessin en fait, que j'avais fait sans m'en rendre compte. Vous connaissez Mafalda. Mafalda, c'était une petite fille dans un dessin animé. Elle doit avoir 6-7 ans. Elle a toujours une map monde avec elle. Sauf que là, en fait, j'avais renversé le truc. J'avais fait le dessin de la planète avec une petite bonne femme, Mafalda, mais qui courait dessus. Et en fait, en le regardant, je me suis dit, mais faire un tour du monde en courant, mais ça doit être génial, enfin, ça doit être fou comme truc. Et donc, en fait, directement, la première chose que j'ai fait, je suis allée sur Google et j'ai tapé est-ce que ça existe, est-ce que ça a déjà été fait, de faire le tour du monde en courant. Et là, en fait, ma recherche Google m'emmène sur le site de la World Runner Association, donc je me rends compte qu'il y a une asso et qu'il y a 6 membres. Il y avait une femme et 5 hommes qui l'avaient déjà fait. Alors vous allez me dire, c'est pas énorme sur je ne sais pas combien de milliards d'individus que nous sommes, mais moi, ces 6 personnes, ça a servi à valider le fait que c'était possible. Donc à partir de ce moment-là, c'était engrangé, j'allais y aller. Il y a une dizaine de règles à respecter, un minimum de kilomètres à faire, le faire dans un sens continu, traverser à minima 4 continents en entier, c'est-à-dire d'un océan à l'autre, passer par 2 points qui sont antipodiques, on appelle ça, c'est-à-dire opposés directement sur la surface de la Terre, documenter en plus de transparence possible son voyage,
c'est-à-dire par la publication de ces données GPS, ces coordonnées. J'avais aussi une balise satellite qui me suivait partout. Bon, bref, il y a des règles à suivre, mais qui pour moi n'étaient absolument pas une contrainte. Au contraire, ces règles, elles m'ont permis de structurer mon voyage. Donc j'avais identifié qu'il y avait à peu près 3 axes de préparation principale pour moi. Financier. En bonne directrice financière que je suis, j'ai ouvert un tableau Excel et j'ai estimé mes besoins. La moyenne, c'était à peu près, chaque jour de course me coûtait 80 €. Je mets le rachat des chaussures, je mets encore une fois les frais de communication, d'assurance, etc. Il y a beaucoup, même ma balise satellite me coûte tous les mois aussi voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, donc il fallait financer ça. La préparation logistique, c'est-à-dire tout simplement, il y a plein de questions. Hein. Comment je vais transporter mes affaires, de quoi j'ai besoin. Et j'ai fait un peu de recherche sur déjà ce qu'avaient fait mes prédécesseurs, et puis des gens qui partent comme ça un peu à l'aventure en courant. Et j'ai trouvé cette solution de la poussette. Alors, en fait, j'ai pris une poussette vraiment tout terrain, hein, avec des amortisseurs, des roues de vélo, qui pouvaient aller aussi bien sur trail, en montagne que sur route. Et puis après, on arrive à ce dont on a besoin. Et là, j'ai vraiment fait du minimum. Hein. Pour les climats chauds, 3 shorts, 3 t-shirts en gros. Pour les climats un peu plus compliqués, des leggings de running, un bonnet, des gants, tout ce qu'il faut. Et le reste, pas grand-chose. J'avais juste une paire de baskets et quand elle était finie, usée jusqu'à la semelle, j'en rachetais une nouvelle. J'avais mon ordinateur pour mettre à jour tout ce qui est blog, publication des données GPS tous les jours, suivi de la trace satellite. Puis voilà, pas grand-chose finalement. Donc financier, logistique, et puis physique naturellement. Combien de kilomètres je peux courir par jour de manière raisonnable, qui me permettent d'avancer au même rythme, du moins pendant au moins 2 ans. Donc il fallait trouver un rythme d'endurance longue. Je me suis calé sur l'idée d'un marathon par jour, donc une 40aine de kilomètres. Je courais tous les soirs pour revenir chez moi, donc je faisais un demi-marathon par jour, parce que mon boulot était à 20 km de ma maison. Et en plus de ça, j'utilisais tous mes week-ends, tous mes jours fériés, tous mes jours de vacances, pour faire ce que j'appelle des voyages marathons. C'est-à-dire que je partais avec la poussette, mes affaires, et je me disais, allez, voilà le parcours. Il y a 8 jours, il y a 8 marathons en boucle à faire autour d'une grande ville ou je ne sais pas. Voilà, 2 ans de préparation et j'étais partie. Le jour du départ, on peut s'imaginer l'intensité incroyable qui me dévorait. Enfin, j'en pouvais plus d'attendre, d'essayer d'imaginer ce jour du départ. J'ai choisi de partir du Portugal, parce que c'est au Portugal que se trouve le point le plus occidental de toute l'Europe. Donc on était le 6 décembre 2019. Et en fait, de partir en agrippant cette poussette, en démarrant les GPS et en allumant cette balise satellite, je me dis, là, ça y est, là, le premier pas, ça y est, je suis dans l'aventure maintenant, je suis dans mon tour du monde. C'était un sentiment d'une liberté folle. On a envie de le dire à tout le monde qu'on est en train de courir autour du monde, même si c'est le premier jour et qu'on est juste en train de courir de Lisbonne au sud de Lisbonne. Mais c'est un truc fou. Et donc, ça incite à aller vers les autres, et pas seulement pour leur raconter, parce que finalement, une fois qu'on a dit qu'on fait le tour du monde, généralement, ça pose question, mais finalement, on reçoit aussi les rêves des autres, les histoires des autres. Donc en fait, dès le premier jour, il y a tout ça qui m'a envahi et je savais que j'avais fait le bon choix. J'avais planifié toutes les étapes de ce tour du monde pendant mes 2 ans de préparation. Et c'était important pour moi, dans les premiers mois, de voir que le plan était réalisable, que mon corps supportait vraiment et qu'en plus, j'ai trouvé le plaisir et plus que j'escomptais. Et en fait, le premier mois se passe, le deuxième, le troisième mois, et vraiment tout se passait comme sur des roulettes. Enfin, c'était juste fantastique. Sauf qu'au bout de 3 mois de course, donc je suis partie au mois de décembre 2019, donc on arrive vers mars 2020, et ding-dong, pandémie, Covid, fermeture des frontières. Et il faut savoir que moi, j'avais déjà fait tout le tour du Portugal, de l'Espagne, j'avais fait la côte méditerranéenne française, j'étais rentrée en Italie. Et l'Italie, c'est le premier pays au monde qui va déclarer un confinement national, qui va fermer ses frontières, qui va interdire les mouvements. C'est le premier à faire ça. Et donc, je me retrouve de facto éjectée du pays parce que j'ai plus le droit de bouger. En fait, j'ai plus le droit d'aller d'une ville à l'autre. Je me retrouve de facto envoyée en France parce que j'ai pas d'autre endroit où aller. Et puis la France se met aussi en confinement. Et puis, s'en suivent 3 mois de confinement où je suis mise à pied. Et puis surtout, une fois que les frontières rouvriront, où est-ce que je pourrais aller ? Sachant que les autres continents sont fermés. Donc je me suis dit, je vais faire le cheminement le plus long possible en Europe, passer où je peux, ce qui fait qu'au lieu d'une traversée
prévu de 6 mois entre le Portugal et Istanbul, d'à peu près 7000 km, et ben ça a duré 1 an et demi et 15 500 km de course. Très rapidement, les journées se sont organisées sur un modèle qui ne m'a pas surpris parce que c'était le modèle que j'avais plus ou moins établi pendant mes 2 ans de préparation. Tous les jours, je pars à l'aube, au lever du soleil, et généralement, je finis ce marathon vers midi, vers l'heure du déjeuner, ce qui permet d'arriver, de me poser, de me ravitailler, et surtout, très important, d'avoir l'après-midi devant moi pour déjà visiter, avoir un sens des endroits que je traverse. Et puis aussi, il y avait quand même à peu près 1 à 2 heures de boulot administratif tous les jours, d'écrire le blog, de le poster, de publier les photos, de mettre un post sur les réseaux sociaux ou une vidéo, de publier les données GPS, de vérifier l'itinéraire du lendemain. Enfin, tout ça, ça fait qu'il y avait à peu près 2 heures je dirais en moyenne par jour de travail sur ordinateur. La question du logement sur le tour du monde était quand même assez aléatoire. Alors souvent, notamment sur la traversée de l'Europe, je trouvais une ville-étape tous les 40-42 km, donc je pouvais me loger dans le dur. En revanche, effectivement, quand on va traverser l'Australie, où il y a quand même 1200 km de désert, ou quand on va traverser même l'Amérique du Nord, quand je traverse le ventre creux de l'Amérique du Nord, le Montana, le Dakota du Nord, etc., il n'y a pas grand-chose. Et donc, effectivement, il arrive qu'après mes 40 km de course, il n'y a pas de village, il n'y a pas grand-chose. Donc, on prend son matériel de camping et puis on espère que les ours seront distraits par autre chose que moi. J'avais ce que j'appelle mon body scan, où tous les jours, pendant la course, je partais vraiment de la pointe des pieds jusqu'à la base du cou, et je passais toutes les parties de mon corps, mais au peigne fin. Comment ça va sur la plante du pied? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a quelque chose Et de faire cet exercice-là régulièrement pendant la course, par exemple, c'est idiot, mais je n'ai pas eu une cloque pendant ces 700 marathons. Parce que moi, le moindre frottement, je le ressentais et je l'analysais. Les chaussures sont trop serrées, la chaussette machin, et on s'assoit, on règle le problème. Parce que moi, une cloque sur un marathon, j'ai pas le luxe d'attendre qu'elle cicatrise pendant 2-3 jours. Le lendemain, ça repart avec un autre marathon. Donc c'est ingérable en fait. Même la petite blessure, elle est ingérable si on la laisse s'installer. Donc je prenais que de l'eau pendant la course, pour une raison très simple, c'est que si je suis dépendante de boissons énergétiques ou autres, comment je fais pour m'assurer que sur tous les continents, au milieu de la pampa argentine ou au milieu du désert australien ou autre, comment je vais faire? Et si tout d'un coup je les ai pas alors que je m'y suis habitué, je vais avoir un problème. Pour ce qui est du régime alimentaire, pour moi l'essentiel, sur le même principe, c'était de me dire le régime alimentaire, il va changer en fonction des pays que je traverse. Et quand on est dans cette logique d'effort quotidien, j'ai vraiment constaté que quel que soit ce que je donne à mon corps, l'intelligence du corps va être de trouver tout ce dont il a besoin dans ce que je lui donne. Alors quand je me suis lancé dans le tour du monde, c'est vrai que j'ai entendu ou j'ai senti chez certaines personnes à qui j'en parlais, que oh là là, mais faire ça quand on est une femme seule, aller toute seule, en solo, sur les routes du monde, à travers les continents en tant que femme, c'était dangereux, c'était peut-être déraisonnable, etc. J'ai fait la part des choses en me disant que les peurs des autres n'étaient pas les miennes. Et finalement, moi j'avais déjà passé 2 décades en tant que nomade, et quand j'allais d'un pays à l'autre, j'y allais seule, dans des cultures que je ne connaissais pas, etc. Donc moi, cette peur de l'autre, de l'ailleurs, d'être hors de mon élément naturel et de m'y installer, c'était déjà une peur que je n'avais pas, parce que je l'avais affrontée régulièrement pendant 20 ans. Mais il y a un petit détail, un petit twist assez intéressant dans ce tour du monde, c'est que, comme je l'ai dit plus tôt, je transportais mes affaires dans une poussette. Donc en fait, j'étais perçue comme une femme qui faisait son jogging avec son bébé. C'est ça que voyaient les gens quand ils me voyaient. Et la différence est importante, parce que du coup, ils ne voyaient jamais une femme seule. Si un automobiliste me voit courir sur le bord de la route, il ne voit pas une femme seule et vulnérable, il ne voit pas une cible facile, il voit une mère avec un enfant. Et ça, c'est le tabou qui fait que, d'une certaine manière, je me suis sentie très protégée. J'avais, comme je l'ai dit, une balise satellite. C'est un peu comme la balise Argos des navigateurs. Donc cette balise, elle est enclenchée tout le temps et elle donne ma position exacte, mes coordonnées latitude-longitude, toutes les 2 minutes. Et ça, en fait, j'avais fait un lien sur mon site internet. Donc il y avait une carte sur mon site internet qui, toutes les 2 minutes, actualisait ma position. Du coup, je savais qu'il y avait des gens quand même qui regardaient et qui pouvaient, s'il se passait quelque chose, alerter. Et du coup, ça donne l'idée qu'on est seul, mais pas tout seul. On emmène des gens avec soi dans le voyage aussi. Mon plus beau souvenir pendant cette aventure, c'est la somme de toutes les rencontres. Et c'est surtout le souvenir
de l'émotion que ça suscitait chez l'autre quand il comprenait ce que j'étais en train de faire. Et sur tous les continents, quelle que soit la culture, quel que soit le... Eh bien, ce rêve-là, il suscite la même émotion. Et pour moi, c'était la communalité, une sorte de dénominateur commun qu'on a et qui incite la bienveillance en retour. Ce qui était formidable, c'est qu'à partir du moment où je disais ce que je faisais, j'avais le meilleur de la personne en face de moi. Ces 700 journées de voyage, ces 700 marathons, ils sont tous gravés en moi. Il n'y en a pas un que j'ai oublié parce qu'il était chiant, monotone ou qu'il faisait gris ou quoi. J'ai adoré la traversée du désert en Australie, j'ai adoré la traversée des Andes, la traversée du Big Midwest aux États-Unis, elle m'a complètement bluffé, charmé. L'Europe, c'était dingue. Je me suis senti accueilli partout, je me suis senti en terrain familier et en même temps découvrir des choses folles dont je n'avais pas idée, même sur mon propre pays. Tout m'a surpris en fait. Donc qu'est-ce que je préfère? Je ne sais pas, tout. Alors mon aventure a pris fin le 1er septembre 2022, aux antipodes de chez moi, aux antipodes de l'Europe, aux antipodes d'où j'avais commencé, à Sydney. Les dernières foulées, elles ont été... je les ai presque vécues au-dessus de moi. C'est-à-dire je me voyais arriver de l'Opéra House de Sydney, qui est un bâtiment magnifique, donc je le voyais rapprocher. Et quand l'idée me traversait de me dire dans quelques foulées c'est terminé, il y avait des vagues d'émotions qui me traversaient mais qui étaient d'une puissance folle. Il y avait d'abord beaucoup de tristesse. Moi je ne voulais absolument pas qu'il s'arrête ce tour du monde. Pour moi il a été magique, il a été génial. Tous les jours une aventure, tous les jours un nouvel endroit, des nouvelles découvertes, tout. Enfin, c'était tellement intense au quotidien, je ne voulais pas qu'il s'arrête. En même temps, il devait s'arrêter. D'abord, j'avais terminé ma trace, j'avais terminé mon voyage, j'avais aussi j'avais plus d'économie, c'était tout passé dans ce voyage, donc de toute façon, il allait logiquement s'arrêter. Mais pour moi, c'était un truc extrêmement triste. Et en même temps, une autre émotion, c'était l'émotion de se dire « Punaise, je suis allé jusqu'au bout, je l'ai fait », parce que en fait, je ne me suis pas autorisé pendant tout le voyage à me dire que c'était dans la poche, quoi. Tous les jours, je remettais ça sur le tapis, avec un nouveau marathon, avec des nouvelles difficultés, des trucs à traverser, etc. Donc pour moi, c'était jamais gagné d'avance, jusqu'à cette dernière foulée où je me dis, mais je l'ai fait, je suis la 7e personne au monde, la 2e femme à avoir fait un tour du monde en courant. Enfin, c'est dingue, j'ai fait presque 30 000 km de course à pied. Je signe d'abord le record du monde femme du tour du monde en courant, donc en 825 jours, 28 300 km. Et il y a aussi une première, je suis donc la première femme au monde à avoir traversé 4 continents, de part en part, en courant. Alors quand j'ai terminé le tour du monde, pour moi ce qui était important, c'était surtout de ne pas enterrer ce tour du monde tout de suite. Et donc une manière de continuer à vivre en fait l'aventure, à la revivre et à en extraire le sens, j'ai mis ça dans l'écriture du livre. J'ai continué ensuite, maintenant je fais beaucoup de conférences en entreprise, dans le monde du sport. Et encore une fois, c'est pas juste pour raconter mon tour du monde, c'est pour trouver dans le tour du monde ce qui a du sens et qui peut apporter quelque chose à l'audience qui est là, qu'il s'agisse d'entreprises, de sportifs, qu'on parle de la performance. Il y a beaucoup de thèmes en fait, à aborder qui, encore une fois, me permettent de continuer à donner du sens à ce voyage. J'ai une vie qui est toujours un peu nomadique, mais plus basée en Europe. Donc je vis en Grèce. Mais alors avec un petit twist maintenant, c'est que plutôt que d'être sur Terre, c'est sur les eaux. Et donc voilà, je navigue et qui sait, peut-être une prochaine aventure, mais cette fois sur les eaux, pourquoi pas.